Bien, voilà, nous allons évoquer la Finlande avec Nora Klami qui nous vient de l'ambassade de Finlande et en charge de conseillère de presse pour nous présenter la Finlande et surtout aussi présenter bien sûr le programme de la Finlande pour la présidence du Conseil de l'Union. Alors c'est une tradition avec Musée en musique que l'Université populaire européenne de Grenoble fasse une conférence sur le pays qui préside pendant 6 mois le Conseil de l'Union européenne. Et c'est le cas de la Finlande. Et ce que je faisais remarquer tout à l'heure, c'est que c'est la 20e conférence que nous faisons avec Musée en musique, ce qui veut dire que nous avons visité déjà, ça sera après la Finlande, la visite de 20 États. Maintenant, il en reste 7 ou 8, je ne sais plus, on ne sait plus trop, ça dépend du Brexit, mais à visiter, donc c'est intéressant. Ça nous permet de faire connaître et de mieux connaître les États européens, de connaître ce qu'ils sont réellement et pas simplement. Alors, chaque pays, vous le savez, a un programme au moment de sa présidence. Pour la Finlande, on a le sentiment, et on l'évoquera vraisemblablement, que le programme est largement en phase avec la présidente de la Commission européenne sur les questions d'écologie, sur les questions climatiques. Il y a des éléments forts. Donc, on va d'abord écouter Nora Klami et puis ensuite on pourra échanger par des questions. J'espère que les questions techniques ne vont pas nous empêcher de voir de belles images. Merci. Bonjour. Je vais me mettre debout parce que moi je suis plus à l'aise comme ça, que je peux bouger un peu. Donc je suis Nora Klami, comme on m'a présenté, donc je suis la conseillère de presse à l'ambassade de Finlande à Paris. Donc je suis chargée, comme le titre dit, des relations avec la presse, mais aussi de la communication. Donc on gère nos réseaux sociaux, notre site web, et puis je travaille aussi avec la promotion de la Finlande, ce qui veut dire des événements culturels et aussi des événements qui sont liés aux valeurs que la Finlande souhaite promouvoir. Et c'est un plaisir d'être ici aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des Finlandais dans la salle? Ah, super. Bienvenue. Tervetuloa. Oui. Asutko täällä Grenadassa? Ok, no niin, kiva. Voilà, une petite démonstration de finnois. Et sinon, est-ce qu'il y a des gens qui sont déjà allés en Finlande en voyage? Ah oui. Ah, pas mal, hein? Oui. Et vous êtes allé en Finlande, ça vous a plu? Oui. Très bien, oui. Ça me fait plaisir. Et ceux qui ne sont pas encore allés en Finlande, j'espère que vous irez un jour. Et le but, c'est très bien de faire ce genre d'événement parce que ça me permet justement peut-être de connaître un peu mieux ces pays. Parce que la Finlande, beaucoup de gens connaissent comme ça, ils ont peut-être une image de la Finlande, mais peut-être c'est pas très complet. Il y a des gens qui... tout à l'heure, on a eu le plaisir d'écouter de la musique de Sibelius. Bon, il y en a qui sont amateurs de musique, qui connaissent Sibelius. Peut-être il y en a parmi vous qui aiment la littérature, qui ont peut-être lu Arto Paasilinna. La dame en haut, c'est notre ancienne présidente, Tarja Halonen. Peut-être il y en a parmi vous qui la reconnaissent. Donc nous avons eu pendant assez longtemps une femme présidente et la Finlande est connue pour l'égalité et aussi pour les femmes dans des positions importantes dans la politique nationale et locale bien sûr. Bon, ceux qui aiment le sport connaissent certainement Kimi Räikkönen qui fait de la Formule 1. Ensuite, donc là c'est vraiment quelques images que souvent les gens ils ont en tête quand on parle de la Finlande. Le vase à gauche, c'est un objet très emblématique de design finlandais. C'est un vase qui s'appelle Aalto et ça a été donc conçu par l'architecte et le designer finlandais certainement le plus connu, qui s'appelle Alvar Aalto. S'il y en a parmi vous qui aiment la musique métal, voilà. Donc il y a Tarja Turunen qui était la chanteuse de Nightwish
mais qui a une carrière, maintenant une carrière solo. Ceux qui ont voyagé en Finlande, vous avez vu le soleil de minuit? Oui, ben voilà, bon, ça c'est une référence à ça. Donc la Finlande se trouve très au nord et au-dessus du cercle polaire, pendant 2 mois et demi, le soleil ne se couche pas. Donc il descend et après il se relève sans se coucher. Et bon, on approche de Noël, donc bien sûr il ne fallait pas oublier le Père Noël, parce que le vrai Père Noël, il est finlandais. Et il habite à Rovaniemi, sur le cercle polaire, donc il faut oublier Groenland, pôle Nord, tout ça. Ça c'est le vrai. Donc voilà, pour commencer, c'est quelques images que les gens ont souvent en tête, et puis maintenant l'idée c'est d'approfondir un peu ce que est la Finlande. Je vais montrer une petite vidéo. Apparemment, voilà, il y a un petit souci avec le système de son, donc vous n'aurez pas la musique, mais vous aurez plein d'images. Et ensuite je reviens à la présentation. Est-ce qu'il y a une possibilité de peut-être, je ne sais pas si on peut régler les lumières ou non? Si, on baisse. Baisser un peu. Un peu de musique. Voilà. Oui. Voilà. Et à la fin de la vidéo, c'était marqué Suomi, Finlande. Il y a beaucoup de gens qui demandent toujours qu'est-ce que ça veut dire Suomi. Ben, ça veut dire la Finlande en finnois. Donc dans notre langue, on dit Suomi.
Et après, presque dans toutes les langues, on dit quelque chose, Finlande, Finlande. Voilà. Bon, on va repartir un peu des bases. Donc, la Finlande se trouve très au nord. C'est un des pays voilà, parmi les plus septentrionaux dans le monde. La capitale est Helsinki. Beaucoup de gens souvent confondent tous les pays nordiques, mais bon là, donc la capitale de la Finlande c'est Helsinki. La Finlande est assez grande en taille au niveau européen, pas au niveau mondial, mais au niveau européen. Elle fait à peu près 3/5 de la France, mais la population n'est que 5,5 millions. Donc la densité populationnelle est très faible et la population est assez concentrée dans le sud. Donc il y a beaucoup d'espaces, de grands espaces vides où l'homme est peu présent. Et nous avons donc une frontière commune, enfin nous avons des voisins à l'ouest, donc la Suède et la Norvège, et à l'est, la Russie, avec laquelle nous avons donc 1400 km de frontière, à peu près. Et au sud, il y a l'Estonie. Et comme vous pouvez voir, enfin parfois les gens ils disent que, me demandent si la Finlande c'est une île. Bon, c'est pas une île, mais c'est vrai qu'on est entouré par la mer à l'ouest et au sud. Donc pour aller en Finlande, soit il faut faire un grand tour par le nord ou par l'est, si on veut y aller en voiture ou en train, sinon c'est le bateau ou l'avion. Voilà, comme j'ai dit, donc on est 5,5 millions à peu près. Helsinki est la plus grande ville avec environ 640 000 habitants. Avec la région, enfin avec la région de la capitale, avec quelques autres communes, elle fait à peu près 1 200 000, 1 400 000, voilà, c'est vrai. J'avais un chiffre qui était déjà un peu dépassé. Et sinon, les autres grandes villes à la finlandaise, comme vous pouvez voir sur la carte, se concentrent quand même plutôt dans le sud. Et ceux qui sont des villes assez grandes en Finlande, en France, ça serait des villes moyennes, parce qu'on parle de 100 000, 150 000, 200 000 habitants. Donc ça reste quand même des agglomérations assez petites au niveau mondial. Par rapport... Oui. La ville du Père Noël, elle est où? Eh bien, elle est sur le cercle polaire, donc elle est là où il y a le texte déjà sur la partie blanche. Donc elle est très au nord. Oui, oui. Et c'est pas une grande ville, donc il y a quelques dizaines de milliers d'habitants, mais oui. Et par rapport aux langues, donc tout à l'heure on a parlé quelques mots de finnois, il y a 2 langues officielles. Donc officiellement c'est un pays bilingue, il y a le finnois et le suédois. Ça vient de l'histoire. La Finlande, tout à l'heure on va voir quelques dates clés de l'histoire de la Finlande, mais la Finlande a fait partie du royaume de Suède pendant 6 siècles à peu près, et pendant ce temps-là, le suédois était la langue de l'administration, de l'école, et le finnois était plus, si on caricature, le finnois était plus parlé par le peuple. Et il y a eu des moments dans l'histoire où la proportion des gens qui parlaient le suédois a été beaucoup plus importante. Aujourd'hui, il n'y a plus que 5% de la population qui parle le suédois comme langue maternelle. Cette population est surtout concentrée sur la côte sud et ouest. Et donc la plupart des gens parlent le finnois comme langue maternelle, comme moi par exemple. Mais comme c'est un pays bilingue, tout le monde doit apprendre les 2 langues à l'école. Donc moi j'ai appris le suédois à l'école, ceux qui parlent le suédois comme langue maternelle apprennent le finnois. Et tous les documents officiels, tout est, ou même dans les packs de lait, tout est écrit en finnois et en suédois. Le finnois n'est pas une langue indo-européenne, donc disons le français et le russe ont plus en commun que le finnois et le russe, même si on est voisins. Donc, il y a 4 langues en Europe parmi les grandes langues, disons qui sont, ou des langues régionales, qui ne sont pas des langues indo-européennes. Donc il y a le finnois, il y a l'estonien, qui est assez proche, elle fait partie de la même famille linguistique. Il y a le hongrois, qui aussi fait partie de la grande famille linguistique, mais entre les hongrois et les finlandais, on ne se comprend pas du tout.
et puis il y a le basque. Sinon, toutes les autres langues sont des langues indo-européennes, même si vous avez l'impression que vous ne comprenez rien au suédois ou au russe, ou voilà, ben, les langues font quand même partie de la même famille, et le finnois, c'est complètement autre chose. Ensuite, il y a d'autres langues, et bien sûr, quand on parle en Finlande, il y a déjà une ancienne communauté russophone, et puis aussi une communauté plus récente. Et puis, avec l'immigration, bien sûr, il y a d'autres langues que les gens parlent comme langue maternelle. Il y a aussi une communauté Sam, avant on disait les Lapons, en Laponie. Ils ne sont plus beaucoup à parler les langues Sam. Il y a 3 dialectes, enfin 3 langues Sam. Ils ne sont que quelques milliers à les parler comme langue maternelle. Voilà, donc quelques dates. Comme je vous ai mentionné, donc la Finlande a été, pendant 6 siècles à peu près, une province orientale de la Suède. Et ensuite, de 1808-1809, donc il y a eu une guerre entre la Russie et la Suède. Et c'est la Russie qui a annexé la Finlande, qui a donc gagné. La Suède perd la Finlande. Et la Finlande devient un grand-duché autonome. Donc la Finlande a une certaine autonomie. Par exemple, par rapport à la langue. Donc le russe ne devient jamais la langue officielle du pays. Donc même pendant cette période-là, on parlait le suédois et le finnois. Et l'ancienne capitale était Turku, qui était sur la côte ouest. Les Russes, une fois qu'ils ont annexé la Finlande, ont voulu transférer la capitale à Helsinki pour que la capitale ne soit pas aussi proche de la Suède. Helsinki à l'époque était une toute petite ville et elle a été développée pour devenir la capitale. Ensuite, à la fin de la Première Guerre mondiale, en 1917, la Finlande proclame son indépendance et l'obtient. Sans bataille, mais s'ensuit une guerre civile qui ne dure que quelques mois, mais qui est très traumatisante, en 1918. En même temps, avec la Finlande, à la fin de la Première Guerre mondiale, les pays baltes également obtiennent leur indépendance et ensuite la perdent dans la Seconde Guerre mondiale. La Finlande également souffre beaucoup, perd une partie de son territoire au nord ou au nord-est et au sud-est. Et il y a des transferts de population des Finlandais qui vivaient dans ces régions qui sont donc transférés dans la Finlande qui reste, qui est un effort considérable pour un petit pays, mais la Finlande maintient son indépendance. Et ensuite, comme on est ici dans un contexte européen, donc la Finlande entre dans l'Union européenne en 1995, et la Finlande fait également partie des premiers pays qui ont adopté l'euro comme monnaie. Donc quand vous irez en Finlande, pas besoin de changer d'argent, c'est l'euro qu'on utilise en Finlande. Juste une question, oui? La guerre civile, c'était pour quelle raison? En fait, c'était, si on simplifie, c'était un peu les pro-russes et ceux qui étaient contre, oui. Ensuite, quelques mots sur la politique, le système politique. Ensuite, on traite un peu de l'économie et ensuite de la société finlandaise. Donc la Finlande a été le premier pays au monde à donner aux femmes les pleins pouvoirs politiques. Donc en 1906, vous notez bien, la Finlande n'était pas indépendante, mais comme elle était autonome, donc elle pouvait légiférer. Donc en 1906, la Finlande a donné aux femmes non seulement le droit de vote, qui existait déjà en Australie, il me semble, et en Nouvelle-Zélande, mais la Finlande a donné également le droit d'être candidate. Et ça, c'était une première dans le monde. Et en 1907, il y a eu les premières élections législatives avec cette nouvelle loi, et 19 femmes étaient élues comme députées parmi les 200 personnes élues. Donc on avait presque 10% de femmes députées en 1907. Aujourd'hui, on a eu des élections cette année
Et maintenant, les femmes représentent 47% des députés. La Finlande, comme les pays nordiques, sont assez souvent cités dans les questions d'égalité. Et ça, c'est vraiment un exemple que moi-même, je suis assez jeune, mais moi je trouve que c'est quand même c'est exemplaire d'il y a 100 ans d'avoir des femmes, 10% de femmes députées. Donc on a les élections tous les 4 ans et en Finlande, on a plusieurs groupes parlementaires. On n'a pas cette tradition comme ici aussi avant. Il y avait des grands partis qui avaient toujours un peu une alternance. En Finlande, il y a traditionnellement eu plusieurs assez grands partis, donc c'est toujours des gouvernements de coalition. On en reparlera. On a un président. Les autres pays nordiques à côté de nous, Suède, Norvège, Danemark, eux ils ont des royaumes. Nous, on n'a pas de princesse, prince et reine et roi. Nous, c'est un président. Donc après Tarja Halonen, donc la présidente qu'on a vue sur la première diapositive, maintenant c'est M. Sauli Niinistö qui a été réélu l'année dernière pour un second mandat. Et c'est des mandats de 6 ans et maximum 2 mandats de suite. Actuellement, c'est un président très populaire, vraiment, c'est quelqu'un qui est depuis longtemps dans la politique et qui est très apprécié. Le système est un peu différent, c'est un système parlementaire, le président n'a pas autant de pouvoir qu'ici. Il y a l'exemple où il est chargé de la politique étrangère en coopération avec le gouvernement finlandais, et puis bien sûr il est présent, il donne son avis dans beaucoup de questions. Enfin, la formation du gouvernement ne se passe pas pareil qu'ici. Donc le parti qui gagne les élections législatives commence à former le gouvernement avec les partis qu'il veut. Enfin, il commence les négociations avec lesquels il trouve un terrain d'entente comme ça, un programme commun. Ensemble, ils forment le gouvernement. Actuellement, donc depuis cet été, on a un nouveau gouvernement où il y a 19 ministres, dont 11 femmes, et il y a 5 partis. C'est plutôt un gouvernement de centre-gauche. Le Premier ministre et le parti qui a gagné les élections législatives, c'est le Parti social-démocrate. Puis on a le Parti du centre, la Ligue verte, l'Alliance de gauche et le Parti populaire suédois de Finlande. Donc on a un parti suédois. Donc souvent c'est des gens suédophones. Donc c'est des Finlandais suédophones. Donc c'est pas des Suédois. Oui. Donc, par rapport à l'économie, comme la France, c'est un pays qui est très centré sur les services. Enfin, on a encore quand même une petite partie de l'économie qui vient de l'agriculture et de l'industrie forestière ou de foresterie. Et bien sûr, il y a une partie aussi pour l'industrie lourde et la construction. Mais le secteur des services est quand même très important. Le niveau de vie en Finlande est élevé, vraiment en chiffres, en euros. Le niveau de vie, le PIB par habitant est un peu plus élevé qu'en France, mais bon, on fait partie de la même catégorie de pays. Et la Finlande est également connu pour être un pays très innovant. C'est aussi par rapport à la politique du pays, on veut vraiment encourager à l'innovation. On peut aussi échouer, mais il faut essayer de trouver de nouvelles solutions. Et je pense que c'est un peu lié aussi à notre éducation, toute la créativité qui ensuite a des répercussions dans l'industrie. Donc, selon, par exemple, une étude internationale, donc la Finlande est sur la 3e place par un nombre de brevets par habitant. Et après l'Allemagne et la Corée du Sud. La France fait partie est parmi les 10
10 partenaires commerciaux de la Finlande. En tête, il y a l'Allemagne, ensuite la Russie et la Suède. Vous voyez un peu la liste. La France arrive, oui, 8e, 9e, oui. Donc c'est autour de, tout à l'heure je vais donner quelques chiffres, mais c'est autour de 2 milliards d'euros les imports et les exports. Donc la France est un partenaire important, mais il y a quand même beaucoup de marge. Donc nous, par exemple, à l'ambassade, on travaille pour ça aussi, pour promouvoir et augmenter les échanges commerciaux entre nos pays. Et ce que la Finlande exporte, eh bien, beaucoup de choses liées au bois. Ça, c'est très traditionnel, et c'est aussi parce que la Finlande est couverte à 70% par la forêt. Donc, de la superficie du pays, 70% est de la forêt. Donc, on vend du bois, du papier, du carton, tous les produits liés au bois, également les machines à couper le bois, les machines à traiter le bois, les machines à faire du papier, tout ce qui est lié au bois. Une autre industrie très traditionnelle, une industrie lourde aussi, c'est l'industrie maritime. On est un pays qui, voilà, pour avoir accès, avant c'était des bateaux, donc on a beaucoup de chantiers navals. Ensuite, il y a par exemple de l'industrie pharmaceutique. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises de technologies, dans toutes sortes de secteurs. Oui, tout à l'heure, on va parler de quelques entreprises finlandaises. Donc là, juste quelques chiffres par rapport au commerce bilatéral entre la France et la Finlande. Là, vous avez quelques chiffres. Et puis, il y a une centaine d'entreprises finlandaises présentes en France. Il y a des grandes, comme Nokia, comme Kone. Vous connaissez peut-être les ascenseurs ou les escalators. Et puis il y a des petites entreprises, justement souvent des startups dans des secteurs liés à des technologies d'information et de communication. Et j'ai choisi comme illustration un avion. Je ne sais pas si vous avez une idée pourquoi il y a un avion sur cette page où on parle du commerce. Un Airbus? Oui. Donc la compagnie finlandaise Finnair achète des avions Airbus. Et puis la deuxième raison, c'est qu'il y a de plus en plus de Français qui voyagent en Finlande, comme certains parmi vous. Donc les Français sont déjà le 6e groupe de touristes étrangers en Finlande en nombre de nuitées. La Finlande est surtout connue pour le tourisme d'hiver. Il y a beaucoup de gens qui sont allés en hiver. Je ne sais pas si vous aussi vous êtes allés en hiver ou en été, mais les Français y vont beaucoup pour les activités d'hiver. Donc là, quelques entreprises, il y en a quelques-unes, peut-être vous connaissez. Donc j'ai mentionné Nokia. Avant, c'était les portables. Aujourd'hui, ce ne sont plus des portables. Disons, il y a une entreprise qui fabrique des portables avec le nom Nokia, mais c'est les réseaux. Et Nokia reste une très grande entreprise, ici en France aussi, au niveau des réseaux. Donc l'entreprise ici qu'on est, donc peut-être il y en a dans vos immeubles ou dans vos bureaux, des ascenseurs qu'on est, voilà, c'est une marque finlandaise. En haut à gauche, c'est Abloy. C'est une entreprise très traditionnelle qui avant faisait des clés, des serrures, et aujourd'hui, ce sont souvent des solutions électroniques de fermeture et de serrure. Donc, on part des clés traditionnelles, et puis avec toutes les technologies et les innovations, on arrive à des systèmes de serrure électroniques. Ceux qui font du jardinage ont peut-être des outils de Fiskars, voilà, ou à la maison, donc avec toujours la couleur orange. Je ne sais pas si à Grenoble on vend de Marimekko ou pas. Non. Donc Marimekko, c'est une entreprise finlandaise de textile, aussi bien de vêtements et linge de maison, les rideaux, les serviettes, et donc vraiment une des entreprises de design finlandais les plus connues. Fortum, c'est une entreprise du secteur de l'énergie qui
actuellement travaille aussi avec la recharge des voitures électriques. Et ensuite, je ne sais pas s'il y a des fans de jeux vidéo ici dans la salle, mais si peut-être pas vous, mais vos enfants, vos petits-enfants. Donc ils jouent peut-être aux Angry Birds, donc c'est les oiseaux, je ne sais pas comment on dit, méchants ou en colère, oui. Et il y a un autre jeu qui est parmi les jeux les plus téléchargés au monde qui s'appelle Clash of Clans. Ben, ça aussi, c'est un studio finlandais. Donc l'industrie du jeu est vraiment une filière en puissance en Finlande. Ensuite, quelques mots sur la société finlandaise. 2 années de suite, la Finlande, dans une étude des Nations Unies, la Finlande a été classée le pays le plus heureux au monde. Et il y a des gens qui se demandent mais comment c'est possible, il fait froid et tout, mais bon, c'est la preuve qu'il n'y a pas de corrélation entre le bonheur et le climat. Donc, et c'est surtout lié à la qualité de vie. Donc, en Finlande, il y a des soucis. Il y a des gens, bien sûr, qui ont des drames au niveau personnel ou aussi dans la société, il y a des soucis. Mais la qualité de vie est très élevée et c'est ça qui crée peut-être une société où quand même les gens se sentent bien. Toutes les libertés de presse, d'opinion, religion, etc. sont garanties. Il y a une grande transparence. Par exemple, si vous voulez, l'accès à l'information, toutes les informations que vous souhaitez avoir, elles sont généralement très facilement accessibles sur Internet. Ou si vous voulez avoir le portable de la secrétaire du Premier ministre, vous pouvez le trouver sur le site Internet. Donc, ou qui fait quoi dans un ministère, dans une entreprise. Donc, c'est un esprit qui est assez cher aux Finlandais. Et ensuite, bon, on a déjà mentionné les questions d'égalité par rapport au pouvoir politique. Mais aujourd'hui, il y a par exemple, les congés paternité sont assez longs. Il y a les crèches publiques, tous les enfants ont une place dans une crèche publique. Donc on essaye de faciliter, de combiner travail et vie privée. Enfin, toutes sortes de choses sont faites pour promouvoir l'égalité. Et puis, bon, il y a la sécurité. Il y a, bien sûr, de la violence ou des problèmes, ça existe partout. Mais la Finlande est quand même un pays où on se sent quand même en sécurité, je dirais. Et j'ai pris quelques exemples des innovations sociales finlandaises. Donc voilà, on est souvent en Finlande, on sait réfléchir un peu, comme on dit en anglais, out of the box, donc trouver de nouvelles solutions. Mais ça, c'est pas une nouvelle solution, c'est une innovation très ancienne. Donc la boîte de maternité. Après la Première Guerre mondiale, la Finlande était un pays assez rural, agraire, pauvre. La mortalité infantile et la mortalité maternelle étaient élevées. Et donc a été créé un système par une loi que les femmes, toutes les femmes qui allaient faire un bilan avant le 4e mois de grossesse, recevaient une aide. Et c'était une aide matérielle en forme de carton au début, où il y avait des produits nécessaires pour le bébé. Il y avait des vêtements, des linges, des draps, etc. au début. Au début, c'était que pour des femmes qui étaient pauvres, et ensuite ça a été élargi à toutes les femmes. Et encore aujourd'hui, bon, il faut faire le bilan, il y a tout un suivi, mais moi, par exemple, j'ai reçu ces boîtes, voilà. Donc on reçoit une boîte par enfant, et c'est l'État qui le donne, c'est un peu comme un cadeau, et on se sent quand même apprécié si on reçoit une boîte avec aujourd'hui, il y a des couches non jetables, il y a un livre, il y a de la crème,
il y a des vêtements, la combinaison pour l'hiver, etc. Et ensuite, la boîte sert de couffin pour le premier mois. Ça vient avec un petit matelas, avec les draps. Et vous l'avez aussi? Oui. Oui. Donc ça, c'est vraiment... Bon, dans les familles où ils ont 5 ou 6 enfants, après on peut aussi, à la place de la boîte, on peut prendre une subvention en argent, de l'argent, mais presque toutes les femmes prennent la boîte. Et ensuite, bon, un peu lié à ça, donc il y a tout un système de services de petite enfance, donc on accompagne les femmes enceintes et les bébés quand ils sont nés. Et par exemple, maintenant, le gouvernement français veut lancer ce programme les 1000 premiers jours de l'enfant, donc à partir du début de la grossesse jusqu'à 2 ans. Et ça a été un peu inspiré par ça. Donc il y a des... je parle à la ministre de la Santé qui sont allés en Finlande. Et grâce à ce système, le taux de mortalité infantile a été baissé radicalement et aujourd'hui, c'est le plus bas dans le monde. Bon, aujourd'hui, ce n'est plus grâce au couffin que les enfants ne meurent pas, mais au début, dans les années 30, 40, ça a beaucoup aidé. Ensuite, la Finlande, oui, est assez réputée pour son système éducatif. Souvent, elle est sur le podium dans les différentes études au niveau international. Et ensuite, si c'est une thématique qui vous intéresse, on peut en parler plus, mais je vais juste mentionner quelques points. Donc, c'est un enseignement de très haute qualité et tout est public. Il y a quelques écoles où ils ont peut-être une spécialisation en langue étrangère, enfin, une école internationale, bon, ça c'est privé. Mais sinon, toutes les écoles sont publiques. Et les parents, ils ne se demandent pas dans quelle école je vais mettre mon enfant. Enfin, l'enfant, il va dans l'école du quartier. Et puis, on a confiance que c'est une bonne école et que l'enseignement est du même niveau. Et c'est vraiment, donc il y a les fils des patrons et les fils des ouvriers ou les fils des gens qui sont au chômage. Enfin, tout le monde est dans les mêmes écoles. Le personnel enseignant est très qualifié, donc pas seulement dans la matière qu'ils enseignent, mais vraiment dans la pédagogie. Et est respecté. Ensuite, le rythme scolaire est beaucoup plus léger qu'ici. Je crois que c'était jusqu'en peut-être la fin du collège, les Finlandais, ils ont 2000 heures de moins de cours qu'en France, enfin, pendant toute la scolarité, depuis le début. Mais malgré ça, les résultats sont très bons. Moi, je pense que c'est lié aussi au fait qu'on a une partie de la journée, on a l'école, on apprend, on se concentre, ensuite on a tout l'après-midi pour faire autre chose. Et ensuite on recharge les batteries, et ben le lendemain, on est de nouveau prêt à apprendre. On ne passe pas du matin au soir à l'école. Donc, moi je pense que ça favorise la créativité, mais c'est aussi une question culturelle, parce qu'en Finlande, donc même les petits, ils sortent à 1h de l'après-midi ou 2, ils rentrent seuls à l'école ou ils vont chez des copains, donc c'est un autre environnement. Donc, c'est une question par exemple qui serait quand même un peu compliquée de faire directement ici. Et l'autonomie éducative est très élevée, donc dans les communes, dans les écoles, c'est les directeurs qui recrutent, enfin ils forment l'équipe qui correspond à leur stratégie, etc. Bon, ensuite, avant de terminer, juste pour quelques mots, vous pouvez voir un peu tout à l'heure, il y en a beaucoup, je pense, qui sont allés au déjeuner. Ils ont mangé un peu de saumon et de pommes de terre. On mange beaucoup de pommes de terre. On mange beaucoup de pain de seigle. Donc on utilise beaucoup la farine de seigle. Ça, c'est assez typique. Et puis, il y avait une délicieuse tartelette aux myrtilles. En Finlande, c'est un passe-temps très populaire d'aller cueillir des baies dans la forêt. Et en Finlande et dans les pays nordiques, il existe un concept, le droit de tout un chacun. Donc même s'il s'agit d'une forêt privée, tout le monde a le droit de se balader partout,
dans la nature et de cueillir ce qui est sauvage. On peut parler dans le jardin de quelqu'un, évidemment, mais dans la forêt, même si ça appartient à quelqu'un, le propriétaire n'a pas le droit de mettre des barrières. Tout le monde a le droit de passer, cueillir des champignons, des fleurs, des myrtilles, des érelles, des groseilles, tout ça. Et les Finlandais, oui, sont assez consommateurs de culture et de sport. Le hockey sur glace, c'est un sport très populaire, mais il faut quand même que je mentionne que la sélection finlandaise vient de se qualifier pour l'Euro 2020, pour la première fois de l'histoire de la Finlande. Quelques mots sur la culture. Donc, on a déjà mentionné la Finlande, assez connue pour le design. À gauche, en haut, il y a un fauteuil que vous avez certainement vu quelque part. Donc, c'est un Finlandais qui s'appelle Eero Aarnio. C'est une boule, comme ça, qui isole bien. On est bien dedans. Sur la première diapo, j'avais montré la couverture d'un livre de Arto Paasilinna. Mais il y a pas mal d'auteurs finlandais qui sont traduits en français. Là, il y en a deux. Il y a Sophie Oksanen, qui a été récompensée en France. Elle a reçu 2 prix de littérature étrangère pour son roman qui s'appelle Purge. C'est un roman assez dur, mais je vous conseille de le lire. Et un autre auteur, juste comme exemple, c'est Kjell Weste, qui a aussi plusieurs romans déjà traduits en français. En ce qui concerne la musique, encore des femmes, oui. Donc Kaija Saariaho, c'est une compositrice contemporaine, enfin elle est toujours en vie, et d'ailleurs elle a été élue ou nommée comme le compositeur le plus important vivant aujourd'hui, il y a très récemment. Elle écrit, elle compose des opéras, d'autres œuvres aussi, et là elle est en train de finaliser un nouvel opéra qui va être présenté au Festival d'Aix-en-Provence au mois de juillet l'année prochaine. Donc bienvenue à Aix-en-Provence. Et on a pas mal de chefs d'orchestre femmes, et justement pour la première de ce nouvel opéra qui s'appelle Innocence, c'est Susanna Mälkki qui va le diriger à Aix. Ensuite, ceux qui aiment le cinéma connaissent certainement Antti Kaurismäki. C'est le réalisateur le plus connu ici en France. Un peu plus de musique métal. La Finlande est le pays où il y a le plus de groupes de métal par habitant. Oui, c'est une statistique qui existe. Et il y a aussi des BD finlandaises qui sont traduites. Si vous aimez les BD, n'hésitez pas d'en chercher. Et est-ce que vous connaissez les Moomies? Oui. Donc ce sont des personnages créés par une auteure et une dessinatrice finlandaise qui s'appelle Tove Jansson. Et c'est assez philosophique. Je vous conseille de les lire. Et là, c'est juste une image de la nouvelle bibliothèque d'Helsinki, qui est un peu comme un salon du peuple. Il y a des livres, mais il y a aussi des ateliers, on peut réserver des machines à coudre, des impresseurs, des imprimantes 3D, il y a des salles de jeu, il y a plein de trucs. La nouvelle bibliothèque a reçu des prix aussi pour son architecture et pour ce qu'elle offre. Bon, une dernière, pour terminer un peu sur la nature. Donc, là c'est marqué oui, 78% de la superficie est couverte par les forêts. Donc même quand vous atterrissez à Helsinki, si vous n'êtes pas du côté de la ville, si vous êtes du côté nord, c'est que de la forêt. Et vous atterrissez quand même dans une capitale européenne. Et près de 10%, c'est des lacs ou des rivières. Donc la Finlande, surtout dans la région des lacs à l'est, c'est comme un mosaïque d'eau et de terre. Donc des lacs où il y a des îles, où il y a des lacs où il y a des îles. Oui, les Finlandais, oui, il y a beaucoup de gens qui sont propriétaires forestiers, qui laissent les gens aller cueillir les champignons chez eux. Et le cercle polaire, Rovaniemi, la ville du Père Noël, donc c'est sur le cercle polaire. Et donc en été, le soleil ne se couche pas, et puis en hiver, il ne se lève pas. Mais
c'est une période bleue. Il y a la lumière du soleil qu'on voit derrière l'horizon, mais on ne voit pas le soleil. Donc, le soleil, quand même, donne un peu de luminosité. Poquitos, ça veut dire merci. J'ai aussi une autre petite présentation sur la présidence, mais là, j'ai déjà beaucoup parlé, donc je ne sais pas si vous voulez me poser quelques questions ici, entre les présentations, puis après, je peux vous parler encore un peu de la présidence. Est-ce que vous avez des questions? Vous avez noté que c'était un des pays les plus heureux. Et moi, j'ai lu cette année que c'était le pays en Europe qui avait le plus de suicides. En fait, comment vous l'expliquez? Et la deuxième chose, je voulais parler de l'éducation, parce que nous avions un petit-fils qui a fait un échange Erasmus d'une école d'architecture de Paris à l'Institut Alvarado à Helsinki. Et ce que je trouve intéressant, c'est que justement, la différence avec notre enseignement, là-bas, on laisse l'autonomie, comme vous l'avez bien dit, mais surtout, on encourage tous les élèves. C'est-à-dire qu'on n'y les dévalorise jamais, au contraire, on les valorise et on leur donne confiance. Et je sais que notre petit-fils n'avait plus du tout envie de revenir en France, parce que ce système lui plaisait énormément, aussi bien à l'université qu'à l'école. Et la troisième chose, c'est votre culture. On sent qu'on met le paquet sur la culture. C'est-à-dire partout, on voit des bibliothèques. Cette magnifique bibliothèque d'Helsinki est un joyau de la lecture. On y a passé un après-midi parce que vous avez l'accès pour tous. Et on sent qu'en allant, par exemple, à la machine à coudre, on passe devant le livre et petit à petit, la femme va se mettre à prendre un livre, à le regarder, etc. C'est vraiment un lieu pour tous. Enfin, on n'a pas un tel équipement en France. Voilà. Mais sur le suicide, je veux bien que vous me donniez quelques indications. Oui, en fait, premièrement, sur les statistiques, en fait, c'est une information un peu ancienne, oui. Mais il est vrai qu'il y a quelques décennies, la Finlande était parmi les pays où il y avait le plus de suicides par habitant. Mais il y a beaucoup de travail de prévention qui a été fait. Donc aujourd'hui, bien sûr, il y en a encore. Mais aujourd'hui, je viens de... Parce que moi, j'ai vu de temps en temps dans les médias français, on le répète, cette donnée. Et elle est dépassée. Donc j'ai vérifié les informations, les statistiques de l'Organisation mondiale de la santé, et la Finlande est à peu près au même niveau que la France. Donc il y a certains pays européens où il y en a beaucoup plus, il y en a d'autres, bien sûr, où il y en a moins. Et chaque suicide est trop. Enfin, c'est vraiment une grande tragédie. Donc en Finlande aussi, le travail se poursuit. Et donc, comme il y en a quand même, donc enfin, ça c'est juste, j'ai pas d'études scientifiques sur ça, mais les Finlandais sont très, vous savez, on n'a qu'un peuple qui a vécu dans la forêt, c'est un peu, il faut tout faire tout seul. Et je pense que les Finlandais, ils ont du mal à chercher de l'aide et peut-être de reconnaître qu'ils ont des problèmes. Et l'alcool aussi a à voir avec ça, parce qu'après on prend des décisions plus hâtives peut-être si on a vu. Donc ça reste un problème, mais ce n'est pas aussi grave, heureusement, qu'il y a quelque temps. Bon, pour l'éducation, oui, c'est ça en fait. Surtout les premières années, quand les enfants sont petits, c'est vraiment centré sur le plaisir d'apprendre. Donc l'idée, c'est de donner aux enfants cette idée que l'école, c'est super, on apprend plein de trucs, on fait des choses plus académiques, on fait des choses plus manuelles, et donc on bouge beaucoup aussi, il y a beaucoup de sport, il y a beaucoup de travaux manuels, et c'est vraiment pas du travail. Enfin, oui. Et ensuite, oui, je suis très contente que vous avez pu visiter la bibliothèque parce que moi aussi je la trouve géniale. Mais partout dans toutes les communes, enfin, oui, il y a des bibliothèques, tout est voilà, libre accès. Enfin,
Je dirais oui, surtout les bibliothèques, parce qu'après, il y a quand même des secteurs de la culture qui restent un peu élitistes, peut-être, qui l'opéra, ou voilà, où tout le monde n'a peut-être pas accès. Il y a une question, parce qu'après, il faudra parler du programme. Oui. Question sécurité sociale, comment ça se passe en Finlande? À quel niveau exactement? Enfin, La gratuité, pas la gratuité, les EHPAD et compagnie, quoi. Comment vous considérez les personnes âgées? Si le gouvernement se beaucoup et tout. Oui. Bon, on a un système de sécurité sociale qui est assez complet, comme ici aussi. Donc, il y a des indemnisations pour les gens au chômage, on a les allocations familiales pour les familles qui ont des enfants. On peut, si on travaille et on est malade, on est remboursé. On peut rester à la maison si notre enfant est malade. Enfin, il y a tout ça. Le système de santé est un peu différent. Nous, ce n'est pas des médecins indépendants, c'est souvent des centres de santé. Ça ne fonctionne pas exactement pareil, mais c'est à peu près pris en charge. Enfin, c'est pas, si vous allez dans le public, c'est pas cher. Et par rapport aux personnes âgées, il y a des EHPAD. Il y a aussi pas mal disons, des immeubles où les personnes âgées, ils ont leur chambre avec leurs meubles, leurs décorations, et puis ils ont des services. Donc ils peuvent avoir plus ou moins de services, soit des repas, soit quelqu'un qui vient aider dans les tâches ménagères. Donc ça aussi, ça existe. Et on essaie aussi de développer les soins à la maison. Mais en Finlande, c'est un souci aussi. Je sais qu'ici, on parle beaucoup dans les médias des problèmes qu'il y a dans les EHPAD, par exemple. En Finlande, on en parle aussi. Donc, moi, personnellement, je n'ai pas de données comme ça. Je ne sais pas quelle est la situation exactement dans des EHPAD ici ou en Finlande, mais je sais que c'est un souci là-bas aussi, qu'on n'arrive pas à prendre soin de toutes les personnes âgées, autant qu'on devrait. Et, oui. Vous voulez que je passe Ça serait bien comme ça. On va poser des questions. Une dernière question. D'accord. Une petite question. en même temps, je change. Oui. Si je peux, quelle est la part des dépenses militaires de la Finlande et dans quel système d'alliance peut-elle se trouver? Est-ce qu'elle est présente en particulier à la commission militaire de Bruxelles? Écoutez, attendez, je regarde, parce que là, c'est le... On va peut-être pas passer la vidéo, vous pouvez rallumer. Écoutez, moi, je ne suis pas une spécialiste des questions militaires. Je vous l'avoue. Donc, le pourcentage, je sais que je l'ai quelque part. Par rapport au produit national brut. Oui, je sais qu'on parle beaucoup de l'objectif de 2%. La Finlande n'y est pas. Mais voilà, je n'ai pas le chiffre exact. La Finlande est membre de l'OTAN? Non, la Finlande n'est pas membre. Non. La Finlande n'est pas membre de l'OTAN. La Finlande est... parce que souvent, on dit que la Finlande, c'est un pays neutre, mais en fait, politiquement, on n'est pas neutre, on est dans l'Union européenne. Mais militairement, on n'est pas dans l'OTAN. Mais la Finlande, quand même, a des partenariats avec l'OTAN, mais n'est pas membre. Mais par exemple, au sein de l'Union européenne, le président Macron, il a lancé il y a 1 an cette initiative européenne de l'intervention, où il a invité certains pays et où il a demandé l'intérêt de certains pays d'y participer. Donc la Finlande, par exemple, participe à ça. Donc la Finlande est dans l'intervention européenne de l'intervention. Et il y a eu pas mal de... Il y a même un accord bilatéral aussi sur la coopération dans le domaine de la défense. Oui. Voilà. Donc juste un petit rappel que quand on parle de la présidence de l'Union européenne, c'est le Conseil. Donc dans l'Union européenne, vous avez la Commission, vous avez le Parlement et vous avez le Conseil. Donc la Finlande n'a pas la présidence dans toutes ces institutions, mais c'est le Conseil.
Et la présidence est donc tournante. Elle est assurée pour des périodes de 6 mois pour les États membres, chacun son tour. Et la Finlande donc, est entre la Roumanie et la Croatie, qui nous suit au mois de janvier. Et les pays qui assurent la présidence travaillent par groupe de 3. Donc on appelle ça les trios. Donc c'est la Roumanie, la Finlande et la Croatie qui forment le trio actuel. Et pour la Finlande, c'est notre 3e présidence. Donc la Finlande est entrée dans l'Union européenne en 1995 et on a eu notre première présidence en 1999. La seconde en 2006 et maintenant c'est la 3e. Donc on a déjà un peu l'habitude. Et juste voilà, donc bon, le nombre des États membres a augmenté entre-temps, mais par exemple, les lieux de réunion ont diminué. Et ça, c'est lié à le fort accent qu'on met sur le développement durable pendant la présidence. Parce que souvent, les pays présidents, ils veulent montrer aux gens toutes les villes du pays, tous les coins du pays. Mais bon, ça fait voyager. Donc cette année, on a décidé que toutes les réunions qui sont organisées en Finlande sont à Helsinki. Donc comme ça, on évite de trop faire bouger les gens. Et ce qui est particulier avec cette présidence, c'est qu'elle a lieu dans une phase de transition. Donc vous savez bien, donc maintenant on est entre 2 commissions, l'actuelle commission qui va terminer son travail dans quelques jours et la nouvelle qui va commencer. Il y a eu les élections du Parlement européen, donc on est aussi entre 2 parlements. Et dans une période comme ça, il y a quand même pas mal d'énergie qui est mise justement dans cette transition et dans l'élection de tous les présidents du Parlement, de la Commission, les commissaires, etc. Et toujours quand on parle du programme de la présidence, chaque pays donne bien sûr sa propre touche, choisit des priorités, mais l'Union européenne ne pourrait pas fonctionner si tous les 6 mois on avait de nouvelles priorités. Donc en fait, chaque présidence hérite, une grande partie de son travail hérite des présidences ou des années précédentes. Donc il y a le Brexit, le cadre financier pluriannuel qui va être défini donc, pour les années à venir, tout ce qui est lié à l'euro, la migration. Donc, il y a beaucoup de questions qui viennent déjà parce que ce sont des questions d'actualité de l'Union européenne. Ensuite, le trio, donc les 3 pays, élabore en général un programme. Bon, ce trio aussi avait un programme, mais maintenant, justement, comme il y a cette phase entre l'ancienne et la nouvelle commission, etc., le Conseil aussi a défini de nouvelles priorités. Donc, en fait, ce programme, on ne l'implémente vraiment plus. Voilà. Et ensuite, donc, il y a le Conseil toujours définit de nouvelles priorités, et ça c'est un travail qui se fait ensemble. Et ensuite, en dernier, voilà, il y a le programme de chaque pays qui assure la présidence. Et donc ça, ce sont plutôt disons des accents qu'on met sur certaines questions qui sont chères au pays qui a la présidence. Et bien pour la Finlande, on a voulu marquer la présidence par le développement durable. Donc déjà, je vous ai mentionné, donc il y a un nombre limité de réunions. Bon, déjà, voilà, le nombre de réunions organisées en Finlande est limité, et parce que quand même la plupart des réunions au sein de l'Union européenne, ça se fait à Bruxelles, ou bon, pour le Parlement à Strasbourg et Bruxelles. Et toutes les réunions qui sont organisées en Finlande, c'est à Helsinki, dans un seul lieu. C'est un centre de conférence conçu par l'architecte Alvarado, et on peut y accéder facilement par transport public. Donc l'idée, c'est que les gens se déplacent à pied, en tram, en bus. Et un geste qui a suscité beaucoup d'attention, c'est que la Finlande a décidé de ne pas produire les cadeaux traditionnels, matériels. Vous savez, il y a toujours, on fait des cravates, des foulards, des stylos, des cahiers, tout ça, avec le logo de la présidence.
et bien la Finlande a décidé de ne pas en faire. Et le budget, on n'en a pas produit. Moi, j'ai pas un seul stylo où c'est marqué présidence finlandaise, ça n'existe pas. Et le budget qui était à l'origine pensé pour ces cadeaux, et bien ce budget va être utilisé pour compenser les émissions générées par les voyages en avion vers Helsinki et Bruxelles. Et il y a des gens qui quand le Premier ministre finlandais a annoncé ça, il y a des gens qui ont dit « Ah oui, vous êtes radin, vous n'avez pas d'argent, enfin pourquoi ?» Mais en fait, c'est un geste, c'est pour la planète, c'est comme une prise de position politique. Et même chez nous, à l'ambassade, on organise aussi des événements et dans tout ce qu'on fait, on préfère les solutions recyclables, les solutions numériques, donc on essaie de gaspiller le moins de ressources possibles. Et donc on a des systèmes d'inscription numérique, enfin pas de papier, pas de carton d'invitation, on a des stylos, des crayons en bois, on essaie de... Et puis si on a donné des cadeaux, parce qu'on a des ministres qui visitent l'ambassade, donc on invite tous les ambassadeurs de l'Union européenne et des ministres français pour discuter, donc il faut quand même leur donner quelque chose, donc nous on a choisi de donner des pousses de pain. Donc ça aussi c'est un geste pour la planète. Ça c'est juste le lieu des réunions en Finlande. Et ensuite, donc, par rapport aux priorités de la Finlande, cette touche que la Finlande veut donner à cette période, donc, nous avons choisi 4 priorités. Donc, il y a les valeurs communes et l'état de droit. Donc, la Finlande, dans la situation actuelle où ces valeurs sont parfois contestées ou menacées, donc la Finlande veut vraiment mettre l'accent sur ça parce que c'est ça la base de l'Union européenne. C'est sur ça que l'Union a été fondée. Ensuite... Excusez-moi, vous pouvez les renommer s'il vous plaît? Qu'est-ce que vous entendez par vous? On va en reparler après. Les valeurs communes. Tout à l'heure, je vais parler un peu plus encore. Mais oui, mais c'est les libertés, les droits de l'homme, la démocratie, la transparence. Oui. Et... ensuite, l'économie, c'est une préoccupation pour tous, aussi dans l'Union, tout ce qui est lié à la compétitivité, comment les pays européens s'en sortent dans le monde d'aujourd'hui. Donc la deuxième priorité, c'est de rendre l'Union plus compétitive et socialement plus inclusive. Ça aussi, c'est un peu lié au développement durable, parce qu'il y a le côté social. Ensuite, troisième priorité, c'est consolider la position de l'Union européenne comme leader mondial dans le domaine du climat. L'Europe a été un leader et on veut qu'elle le reste. Et ensuite, la quatrième priorité, c'est de garantir la sécurité globale pour tous. Donc, sécurité globale, ce n'est pas seulement les questions de défense ou questions militaires, c'est aussi les menaces hybrides, enfin, toutes les différentes menaces qui sont autour de nous. Bon, juste à quelques mots de plus sur chaque priorité. Donc un peu en répétition vraiment qu'il faut trouver des moyens plus efficaces pour assurer ces valeurs communes. La Finlande a par exemple pris l'initiative de conditionner des aides qui sont payées du budget européen au respect de ces valeurs communes. Et ce dossier a quand même un peu avancé pendant la présidence, et, parce que quand même, les États membres, quand ils rejoignent l'Union européenne, elles s'engagent à certaines valeurs, à certains principes, qui, après, maintenant, comme c'est avéré, ne sont pas toujours respectés. Et voilà, donc continuer de développer le dialogue sur l'état de droit. Oui, en fait, voilà, c'est même écrit là, voilà, conditionner l'attribution de fonds européens. Et bien sûr, lutter contre la corruption, parce que toute la crédibilité de l'Union européenne et aussi le bon fonctionnement de l'Union souffre, bien sûr, s'il y a de la corruption.
Et juste, bon, donc ça, cette priorité est quand même un reflet aussi des valeurs qui sont très fortes en Finlande. Donc on en a déjà parlé, la transparence, la démocratie, les libertés, et par exemple dans les études internationales sur la corruption ou la perception de la corruption, la Finlande est toujours parmi les premiers, enfin où il y a le moins de corruption perçue. Donc c'est des choses que nous voulons ensuite promouvoir au niveau international, pas seulement dans l'Union européenne. Ensuite, sur l'économie, la compétitivité, bon, ça c'est bien sûr un sujet qu'on travaille dans l'Union européenne. Chaque présidence travaille sur ça. Et la Finlande, dans son programme, considère que donc, la croissance et la prospérité donc, sont liées à vraiment un véritable marché intérieur. Et le bien-être, ça c'est un concept aussi que la Finlande a voulu, disons, apporter. Donc c'est vraiment l'apprentissage tout au long de la vie, enfin de tout le temps offrir aux gens des possibilités d'utiliser au maximum leurs compétences et de les développer. Et la Finlande est favorable à une politique commerciale ouverte, ambitieuse, fondée sur les règles. La Finlande est un pays qui dépend beaucoup des exportations, donc pour nous c'est important d'avoir des liens commerciaux ouverts avec le monde. Ensuite sur le climat, donc comme vous avez mentionné là au début, oui c'est notre priorité, nos objectifs sont en ligne avec la nouvelle présidente de la Commission. Donc l'idée, l'objectif a été d'avoir un accord sur une vision à long terme et donc la neutralité climatique en 2050. Donc, oui, c'est pas mentionné ici dans cette diapositive. Donc là, il y a quelques... Donc bien sûr, le climat, c'est lié aux émissions, à la réduction des émissions, mais c'est aussi, par exemple, l'économie circulaire, parce qu'avant, les économies, les pays fonctionnaient, on produit et on jette. Bon, maintenant, on recycle, mais l'économie circulaire, l'idée, c'est vraiment qu'on ne jette pas. En fait, on trouve des manières de toujours réutiliser, peut-être d'une autre manière, en recyclant, etc., mais qu'on ne rejette pas, enfin, on rejette le moins possible. Et ensuite, il y a aussi des questions liées à la diversité biologique. Et dans le développement rural et aussi dans la politique agricole, il y a eu là, la semaine dernière, je crois, le conseil agricole où l'idée c'est aussi de plus en plus, enfin, réfléchir comment prendre en compte les questions climatiques. Donc, pour l'Union européenne, l'idée c'est que, l'objectif c'est qu'elle soit neutre en carbone en 2050. Et la Finlande s'est donné l'objectif d'être neutre en carbone en 2035. Donc c'est très ambitieux, mais le gouvernement s'y est engagé et la Finlande a été le premier pays à avoir une feuille de route d'économie circulaire. C'est un fonds d'innovation finlandaise qui s'appelle le Sitra qui a élaboré cette feuille de route. Bon, ça c'était juste un exemple que c'est une entreprise finlandaise qui gagne, la ligne jaune, qui gagne en fait de plus en plus d'argent avec les produits liés aux énergies renouvelables qu'avec les produits liés aux énergies fossiles, et le cours de l'entreprise n'arrête pas de monter. Donc c'était juste un cas que ça vaut la peine. Pour terminer, sur la sécurité globale, comme j'ai mentionné, c'est aussi bien tout ce qui est défense, les questions de politique de sécurité, mais aussi la prévention et la lutte contre les menaces hybrides.
C'est quoi des menaces hybrides? En fait, c'est des menaces, c'est des efforts de déstabiliser une société par des moyens qui ne sont pas militaires. Donc ça peut être manipulation de l'information, ça peut être comme on a vu par exemple voir pendant les élections aux États-Unis, oui, la cybersécurité. Donc c'est d'autres moyens que les moyens traditionnels pour déstabiliser des sociétés et d'influencer la prise de décision. Donc on parle de la cyberguerre. Oui, oui. Si, maintenant, il ne nous reste plus qu'un mois de la présidence finlandaise, mais si vous êtes actifs sur les réseaux sociaux et vous voulez encore suivre les actualités, là, il y a tous les canaux de communication de la présidence. Et le site web de la présidence, qui est donc très facile, eu2019.fi, il existe aussi en français. Donc il y a tous les articles, les communiqués de presse, tout le programme, tout est en français aussi. Merci beaucoup. Merci. Et je pense qu'il y a plein de questions. Alors, d'autres questions, bien sûr. Madame. Quelle est la démographie? C'est un pays jeune, un pays... C'est un pays... Non, oui, la question c'était sur la démographie. C'est un pays qui vieillit. Oui, c'est un pays qui vieillit. Comme dans beaucoup de pays européens, la natalité baisse. En Finlande, en France aussi elle baisse, mais en Finlande elle est plus basse qu'ici. Et les gens vivent de plus en plus longtemps. C'est un pays qui vieillit. Mais c'est un sujet qu'en Finlande aussi, on ne veut pas juste subir. Enfin, les évolutions, on essaie de trouver des moyens de mieux gérer ça. Pendant la présidence, au mois de juillet, la Finlande a organisé une grande conférence internationale sur ce qu'on appelle Silver Economy. Donc c'est l'économie argentée, enfin c'est voilà. Donc pour trouver de nouvelles solutions justement pour les soins à la maison, pour promouvoir la santé, etc. Il faut inventer une autre boîte à bébé alors. Oui. Oui, allez-y. Moi, c'est moins une question qu'un complément d'information. Je voudrais réagir à propos du taux de suicide qui a été évoqué. C'est comme en Norvège. Je crois que le climat, le fait que l'hiver soit moins long et sombre, explique une partie, en tout cas, c'est le cas aussi pour la Norvège. Et puis, un autre commentaire concernant la formation tout au long de la vie, qui explique que le taux d'emploi des personnes âgées est particulièrement élevé, nettement au-dessus de la moyenne européenne, et entre autres, cela s'explique par le fait que les personnes âgées, les temps de crise, continuent à travailler longtemps et sont très accompagnées à la fois sur le plan de la santé et sur le plan des orientations dans le travail, pour faire en quelque sorte concilier la retraite et la poursuite de la vie active. C'est le moment d'y penser en France. C'est le moment d'y penser en France. Merci pour ces informations-là. Il y a des questions. Il arrive. Ça vient, le micro. Ici, Katia. D'abord là. Bonjour. En dépit des relations difficiles sur le plan historique avec la Russie, vous avez néanmoins une frontière de 1000 et quelques kilomètres, des accords bilatéraux et commerciaux malgré tout anciens et importants. Je voudrais juste une petite précision. Est-ce qu'il est toujours en vigueur? Est-ce qu'il est toujours possible d'avoir un permis de séjour si on est citoyen de Saint-Pétersbourg à Helsinki, comme c'est le cas pendant pas mal de décennies en tout cas, ou est-ce que ce sont des choses qui sont un peu plus, maintenant que vous avez la présidence de l'Union européenne et la responsabilité qui va avec, ce sont des choses qui sont un petit peu plus contrôlées, entre guillemets. Bon, le fait est que c'est quand même un très grand pays, très proche, vous parlez encore, la langue russe est quand même assez pas mal parlée. Comment
comment gérer ce voisin encombrant qui ne partage pas toujours les valeurs de l'Union européenne. Merci. Merci. Il y avait beaucoup de questions dans une, mais oui, comme vous l'avez dit aussi, on a cette frontière depuis toujours. Enfin, disons, il y a eu des moments où on a fait partie de l'Empire russe, mais quand même, donc cette frontière existe depuis toujours, et des relations assez proches aussi existent depuis toujours. Maintenant, il est vrai que l'Union européenne a donc pris des sanctions envers la Russie, et l'industrie alimentaire finlandaise, par exemple, en a également souffert. Donc il y a un peu moins d'échanges qu'avant, mais il y a beaucoup d'échanges au niveau culturel, touristique, etc. Bon, je sais, quand vous se demandez pour les permis de séjour, le fait que la Finlande est la présidence, je pense que ça n'affecte pas vraiment. Je ne connais pas vraiment le règlement par rapport au permis de séjour, mais je sais que les gens qui habitent des deux côtés de la frontière, ils ont en général des visas multi-entrées. Donc il y a beaucoup de Finlandais qui vont acheter peut-être l'essence du côté russe. Ou bon, il y a beaucoup de Russes qui viennent en Finlande passer des vacances dans des spas ou juste faire des courses, parce que la région de l'autre côté de la Russie, enfin de l'autre côté de la frontière en Russie, c'est quand même une région qui n'est pas très peuplée, il n'y a pas énormément de services, enfin, il y a quand même, vraiment près de la frontière en Finlande, il y a beaucoup de villes, vous avez tout ce dont vous avez besoin. Et par rapport à comment gérer, les relations sont quand même assez proches. Enfin, le président finlandais rencontre souvent le président Poutine et dit assez clairement ce que pense la Finlande. On n'est pas d'accord avec ce qui se passe, par exemple en Ukraine, et ça, la Finlande l'exprime quand même clairement. Mais en même temps, on est là, enfin, la frontière est là, on est voisins, donc l'idée c'est quand même d'avoir des relations les meilleures possibles. Et je pense que la Russie a quand même, la Finlande fait partie des pays avec lesquels la Russie a de bonnes relations, parce qu'après il y a d'autres pays avec lesquels elle ne les a pas. Question ? Oui, historiquement, quelle est la religion majoritaire ? C'est le protestantisme luthérien. Et donc il y a une très grande partie de la population qui est luthérienne, mais pas pratiquante. Ensuite, comme il y a quand même cette ancienne communauté russe, donc il y a des orthodoxes, il y a un peu de catholiques, un peu après de toutes les religions, il y a des musulmans, il y a une ancienne communauté tatar, et après il y a de l'immigration plus récente, donc il y a aussi des musulmans, surtout dans les grandes villes, les protestants. J'aurais deux questions. Quelle est la réussite de votre présidence, je dirais, des 5 mois? Je dirais quels sont les dossiers qui ont avancé, s'il y en a. Et puis, la deuxième question, c'est sur les migrations. Est-ce que vous avez des migrants? Je dirais, est-ce que vous acceptez les quotas, enfin les systèmes de quotas? Et puis, est-ce qu'il y a un parti anti-immigrant? Et les vrais Finlandais? Comment? Les vrais Finlandais? Bon, je peux commencer par ça, oui. Si on recule comme ça, oui, il y a un parti populiste qui est assez anti-migration, qui s'appelle les vrais Finlandais. Oui, ça existe, ils sont dans le Parlement. Il a quelle audience? Ils ont pas mal ils sont assez populaires. Dans les élections législatives ce printemps, ils étaient seconds. Enfin, ils étaient deuxièmes après les social-démocrates. Et maintenant, comme il y a eu, tout de suite, souvent le gouvernement commence à être critiqué pour certaines politiques, etc. Donc maintenant, c'est le premier parti en popularité dans les sondages. Mais comme beaucoup de partis populistes, ils sont pas dans le gouvernement. Après, si un jour s'ils sont, après ça peut être compliqué aussi. Oui. Mais ça, oui, nous avons ça aussi. Et par rapport à l'immigration,
la Finlande, on en a parlé tout à l'heure là au déjeuner, l'immigration est assez récente en Finlande. Jusqu'aux années 90, il y avait très peu d'étrangers. Il y en avait un peu, il y avait des réfugiés vietnamiens, des Chiliens, quelques étrangers qui sont venus en Finlande pour des questions d'études, ou de famille, ou de mariage, etc. Mais à partir des années 90, il a commencé à y avoir beaucoup plus. Donc on a des communautés, bon, ceux qui sont les communautés plus grandes, c'est des pays voisins, les Estoniens et les Russes. Et ensuite, il y a une grande communauté somalie, il y a des Irakiens, bon, il y a des Vietnamiens, et puis il y a des gens d'un peu partout, mais les pourcentages par rapport à la population globale restent quand même assez petits. Donc il y a dans les grandes villes sont assez internationales, mais si vous sortez, c'est très finlandais. Voilà. Donc il y en a, oui. Et donc vous avez mentionné quotas. Bon, déjà, la Finlande, chaque année, donc il y a des réfugiés. On a des quotas dans le sens que la Finlande, avec l'organisation des Nations Unies pour les réfugiés, donc en coopération avec cette organisation-là, il y a une quantité fixée à l'avance de réfugiés qui viennent en Finlande, qui ne sont pas des demandeurs d'asile, qui ont le statut de réfugiés. Et par rapport à l'Union européenne, quand il a commencé à avoir des vagues de migrants, là, il y a quelques années, donc il y a eu par exemple des décisions que chaque pays devait prendre un certain nombre de ces demandeurs d'asile. Et je crois que la Finlande est un autre pays, on était 2 pays à respecter le quota qu'on avait fixé. Et oui. Est-ce que vous, par rapport à la question qui est posée, est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a une politique que vous avez réussi pendant les 5 mois, une ou plusieurs? Bon, bon, déjà, il y a eu de gros dossiers qui avancent lentement. Le Brexit, le cadre financier, l'immigration aussi. Oui. Il y a eu des réunions justement pour trouver un système provisoire au moins de répartition de ces demandeurs d'asile. Et la France, la Finlande, l'Allemagne ont été actifs dans ça, mais c'est difficile de réunir tous les pays pour arriver à des systèmes comme ça. Le bilan de la présidence sera fait une fois qu'il sera terminé, mais je pense que c'est peut-être un dossier où on a avancé, mais la Finlande a voulu, et je crois qu'elle a réussi à montrer qu'on peut mener une présidence un peu différemment, justement, du point de vue du développement durable. Donc on peut avoir une présidence efficace et avec beaucoup d'hospitalité, en quand même renouvelant un peu les manières de travailler. Et la Finlande a aussi organisé des réunions qui, sur le climat. par exemple, il y a eu un conseil conjoint des ministres de l'économie et de l'éducation. Donc on essaie un peu de rompre les barrières et de discuter, de réfléchir de nouvelles solutions avec sortir comme ça des secteurs bien définis. Donc pour la première fois de l'histoire de l'Union européenne, il y a quelques semaines, il y a eu un conseil, donc les ministres de l'éducation et de l'économie se sont réunis ensemble. Donc c'est peut-être ça qui a un peu peut-être renouvelé les manières de travailler. Le modèle éducatif finlandais, là, qui... Oui, enfin, les liens avec tout le reste, oui. Oui, donc l'éducation, la formation tout au long de la vie, le lien avec ça, avec l'économie, la croissance économique, donc je pense que c'est ça l'idée. Pas d'autres questions? Le taux de chômage. Le taux de chômage est un peu plus bas qu'en France, c'est entre 6 et 7, mais il y en a quand même, c'est un souci, oui. Bien, merci beaucoup pour votre intervention.